sondage auprès de plus que 300 demandeurs d'asile sur l'île de Montréal et des entrevues avec une quarantaine d'eux pour approfondir notre compréhension de leur situation. Et on a aussi parlé avec plusieurs euh, informateurs clés. Alors, je vais commencer juste pour montrer la situation inquiétante en termes de conditions de logement des demandeurs d'asile spécifiquement. Et il faut dire que notre échantillon, c'était des gens qui étaient arrivés comme demandeurs d'asile en 2017-2018. Et ça inclut des gens qui étaient encore demandeurs d'asile, certains qui avaient été refusés, alors étaient un peu comme sans-papiers, des gens carrément sans-papiers, et certaines personnes qui étaient euh, acceptées comme réfugiés. Euh, mais il existe très peu d'informations sur ce groupe. Mais ce qu'on voit, c'est que même avant la pandémie, ils vivaient des situations inquiétantes. Il y avait déjà la crise de logement, et puis je répète quelques éléments que d'autres gens ils ont mentionnés, mais les demandeurs d'asile, ils ont beaucoup de pression dès leur arrivée de trouver un logement rapidement. Et par définition, les gens qui sont demandeurs d'asile, généralement, ça veut dire qu'ils sont au Québec moins de 2 ans, parce qu'après ça, la plupart vont changer de statut. Ils vivent de la discrimination sur le marché de travail dans une situation où souvent ils ont juste comme quelques semaines pour se trouver un, un, un logement. Et on va voir plus tard qu'ils vivent de la pauvreté, alors ça rend la recherche de logement encore plus difficile. Dans notre sondage, il y a 31% qui ont dit avoir été refusés un logement sur la base simple qu'ils étaient demandeurs d'asile et que les propriétaires n'avaient pas confiance qu'ils allaient être là pour la durée de leur bail, qu'ils seraient trop pauvres pour payer le loyer. On voit aussi d'autres raisons comme absence de dossier de crédit, absence de référence d'un ancien propriétaire. Euh, des enjeux qui sont des problèmes pour beaucoup de nouveaux arrivants, pas seulement les demandeurs d'asile, mais c'est quelque chose à prendre en compte. La question d'avoir une trop grosse famille, c'était aussi une raison de refus. Mais vous voyez que quand même, les demandeurs d'asile rapportaient beaucoup d'expériences de discrimination ou de difficultés d'accès sur le marché de logement privé. Les logements qu'ils trouvaient alors avaient plus de problèmes que le moyen à Montréal. Alors, premièrement, quelque chose qui est très important pour le COVID, il y avait 27 de notre échantillon qui était dans un logement surpeuplé et pour les familles, pas très surprenant, mais c'était pire. Il y avait 58 qui ont vécu des problèmes d'insalubrité, puis vous voyez à droite la liste de problèmes que les gens ont vécu. Et peut-être en lien avec ça, ils ont déménagé un moyen de 1,7 fois dans moins de 20 mois. Alors, les gens arrivent, ils doivent trouver très vite un logement. C'est dur. Alors, ils se retrouvent dans des mauvais appartements et aussitôt qu'ils peuvent, ils essaient de déménager. Mais pour pouvoir, il faut trouver un logement qui est abordable, disponible et où le propriétaire nous accepte. Puis on voit que dans cette situation, le médiane euh, des revenus qui étaient consacrés au loyer était 55 Ça amène d'autres problèmes. Si on dépense 55 de notre revenu sur le loyer, évidemment, c'est plus difficile de dépenser de l'argent sur la nourriture, les vêtements, le transport, d'autres choses. Et notre sondage a sorti vraiment des données très inquiétantes sur la question d'insécurité alimentaire. Et on voit pour les familles monoparentales que c'était vraiment majoritairement des femmes à la tête de ces familles. 58 vivaient l'insécurité alimentaire. Alors, encore une fois, si on pense à comme des enjeux de santé, des familles qui ont des difficultés à avoir assez à manger, ça n'aide pas dans une pandémie. Puis on voit que même avant
la pandémie, parmi ceux qui vivaient l'insécurité alimentaire, plus que la moitié allaient à une banque alimentaire au moins une fois par mois. Et la pandémie a augmenté en flèche la demande à travers Montréal pour les banques alimentaires. Mais pour beaucoup de personnes, c'était plus difficile de se rendre. Il y avait des craintes d'être en place publique et tout ça. Alors, ça, c'est en lien avec le logement. L'autre chose, c'est que les demandeurs d'asile qui sont arrivés dans les dernières années, ils se sont installés dans des quartiers où c'était un peu nouveau d'avoir des populations de demandeurs d'asile. Et ça veut dire aussi que les groupes communautaires dans ces quartiers étaient un peu moins habitués à répondre à leurs besoins. Il y a des impacts aussi en termes de distance pour aller travailler, pour avoir accès à certains types de services, ou comme on a entendu avec nos collègues de Sudbury, des fois c'est plus loin pour faire l'épicerie, des choses comme ça. Alors, c'est une nouvelle réalité pour les migrants à statut précaire à Montréal. On a besoin de commencer à penser à différents quartiers que les quartiers centraux. J'ai été frappée dans ma dernière présentation qu'il y avait juste 10% à Parkex puis à Saint-Michel qui étaient nouveaux arrivants. Parce que les gens restent plus longtemps généralement maintenant. Les chiffres étaient à 30% il y a 20 ans. Et en termes d'accompagnement en logement pour les migrants à statut précaire en général, c'est important de savoir que les gens qui ne sont pas résidents permanents, ils sont souvent bloqués de certains des appuis que les gens qui sont ici plus longtemps, ils ont accès. Alors, évidemment, les associations des locataires sont ouvertes aux migrants à statut précaire, mais ils ne sont pas toujours très à jour sur les enjeux spécifiques qui les concernent, en termes de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir certains statuts, c'est quoi leur crainte particulière en termes d'avoir peur d'accéder aux services publics. Et la plupart de migrants à statut précaire sont carrément exclus des HLM et ils n'ont pas accès aux suppléments de loyer qui sont offerts par les coops puis les OSBL. Alors, des fois, c'est quelque chose qui bloque leur accès. L'allocation logement qui a augmenté maintenant à 100 je crois. Pas beaucoup, mais quand même, ça aide de l'avoir. On peut seulement l'accéder après 18 mois. Alors, quelqu'un qui vient d'arriver, ça ne les aide pas au début. Et c'est ceux qui sont éligibles pour les recours légaux comme le tribunal administratif du logement et la commission des droits de la personne. Mais les procédures sont tellement longues que ça n'aide pas vraiment à accéder à un logement et ce n'est pas très intéressant pour quelqu'un qui est dans le besoin immédiat. Spécifiquement aux demandeurs d'asile, le gouvernement du Québec finance quand même plusieurs organismes pour les aider à la recherche du logement, mais l'aide reste assez distant en termes de... c'est plus comme fournir de l'information, colliger des listes d'appartements qui sont disponibles. Mais même à ça, seulement 18% de nos participants ont eu recours à ces services-là. Ils ont plutôt utilisé Kijiji et puis des liens avec d'autres demandeurs d'asile ou des membres de leur communauté pour trouver leur logement. Les groupes communautaires disaient qu'ils vivaient des vraies limitations en contexte de crise de logement. Si les gens n'ont pas d'argent et en plus, il y a peu de disponibilité, il n'y a pas beaucoup qu'on peut faire pour les aider. Puis, il mentionnait aussi qu'il y a certaines catégories de demandeurs d'asile, par exemple, des mères monoparentales, des gens qui ont des gros problèmes de santé, qui ont besoin d'un accompagnement plus accru, pas seulement de fournir de l'information, mais d'actuellement les accompagner sur les visites et de faire du advocacy un peu pour les aider à louer.
Et qu'est-ce que tout ça, qui était déjà une situation très difficile de logement, veut dire dans le moment du COVID? Premièrement, ces conditions de logement augmentent le risque d'infection à l'intérieur de la maison. Premièrement, il y a dans notre deuxième étude, ça sortit fortement que dans les communautés immigrantes et les communautés culturelles, comme on dit au Québec, il y a beaucoup plus de ménages multigénérationnels. Alors, les personnes âgées étaient exposées aux autres membres de leur famille qui continuaient d'aller au travail ou à l'école. C'est aussi sur l'autre côté, il disait en même temps, c'était un facteur de protection pour les personnes âgées parce qu'ils étaient moins isolés. Mais c'est sûr que si notre appartement est surpeuplé, c'est difficile de garder la distance. Si quelqu'un travaille dans une occupation à risque, si quelqu'un a des symptômes. Au début, c'était frustrant. Il y avait des suggestions de la santé publique d'utiliser une salle de bain privée juste à la personne infectée s'il y avait l'infection à l'intérieur de la famille. Et évidemment, à Montréal, il y a un grand nombre de familles qui n'ont pas 2 salles de bain dans leur appartement. Comme les suggestions d'isolement étaient un peu ridicules. L'autre chose, c'est que dans nos 2 études, les gens parlaient du besoin de voyager assez loin pour le travail dans le transport en commun. Puis ça a pris jusqu'en juillet 2020 avant qu'on commence à exiger l'apport de masques dans le transport en commun. Alors, les gens qui devaient continuer à travailler à l'extérieur de la maison, non seulement étaient exposés au travail, mais possiblement dans le transport aussi. Et quand c'était le confinement, peut-être j'aurais dû mettre confinement et non isolement, ces familles-là à statut précaire manquent d'espace à l'intérieur de la maison, alors ça peut augmenter les tensions familiales. En général, les quartiers où ils sont concentrés, ils ont moins d'accès aux espaces verts. Premièrement, moins de cours de la maison, comme pas de cours privés à la famille, soit partagés ou bien il faut aller au parc et dans les quartiers où les migrants à statut précaire sont concentrés, il y a moins d'accès au parc. Il y avait plus de difficultés d'accès Internet et ordinateur. Alors, durant le confinement, des difficultés pour participer à l'école, pour avoir de l'information, euh, remplir des formulaires si on avait besoin d'aide. Mais les gens disaient qu'au moins pour les personnes âgées, dans les ménages multigénérationnels, il y avait moins de personnes absolument toutes seules. Alors là, c'est le portrait du logement. J'arrive maintenant aux conditions de travail. Là, j'ai été frappée, la présentation qu'on a eue plus tôt était beaucoup plus sophistiquée sur qu'est-ce qu'on peut savoir sur la surreprésentation de certains groupes dans les métiers plus à risque. Mais on a fait une petite comparaison des métiers connus un peu d'augmenter les risques d'exposition au COVID avec la proportion de la population. Puis on voit que il y a une surreprésentation dans plusieurs catégories pour les préposés d'aide aux bénéficiaires, les gens qui font du nettoyage, personnel de soutien des ventes, c'est souvent des caissières, des gens qui travaillent dans les épiceries. Alors, on voit en haut ici le taux de personnes immigrantes, minorités visibles, les femmes aussi et les personnes noires, parce qu'on travaille aussi sur un projet sur les risques pour la communauté noire au Québec. Puis on voit que dans presque toutes les catégories, il y a une surreprésentation. Alors, les gens qui faisaient ce genre de travail retournaient ensuite dans le genre de logement qu'on a
vu plus haut. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui vit dans ces conditions de logement, mais encore plus de risques d'être dans des conditions de logement difficiles. Dans notre étude spécifiquement avec les demandeurs d'asile, c'était clair que les demandeurs d'asile étaient surreprésentés dans les secteurs essentiels. Yes. Gilles, ça fait 15 minutes. Merci. Il y avait tout le discours sur les anges gardiens que les gens reconnaissaient que c'était beaucoup des anges gardiens, mais aussi ils travaillaient beaucoup par le biais des agences de placement qui étaient reconnues comme un risque dans le contexte de COVID. Il n'y avait pas tout le temps accès aux mêmes mesures de protection dans les milieux de travail. Et on voit ici les chiffres dans différents occupations. Et leurs conditions de travail étaient difficiles. On voit que les gens ne sentaient pas que leur santé et sécurité étaient bien protégées au travail. Ils ne se sentaient pas respectés comme pas tout le monde, mais un grand nombre. Et 51% ne considéraient pas qu'ils faisaient assez d'argent pour subvenir à leurs besoins. Et là, le lien avec la proportion de leurs revenus consacrés au logement et l'insécurité alimentaire. Et ce chiffre ici, 26% qui disent avoir eu une maladie ou un accident de travail, c'est extrêmement haut. Alors, il y a des enjeux importants pour les demandeurs d'asile au travail qui n'aident pas dans le contexte de COVID. Et finalement, si on prend juste déjà le statut migratoire précaire, on savait avant le COVID que c'était ça posait des difficultés, mais durant le COVID, il y a eu une augmentation de personnes sans statut à statut implicite ou statut précaire à cause des délais de traitement de demande. Pour avoir son cas demande d'asile entendu, un nouveau permis de travail, tous les visas, il y a des délais incroyables actuellement. Alors, beaucoup de gens dans la précarité. Et malgré les efforts publics, quand même, le gouvernement a dit après quelques jours que tous les statuts, même les sans statut, auraient accès au dépistage et traitement pour le COVID et restait des difficultés d'accès dans la pratique et dans le prochain point, il restait aussi de la peur d'accéder à ces services parce que les gens, ils ont toujours peur d'être identifiés et que ça puisse causer des problèmes pour leur demande d'immigration ou bien s'ils sont déjà sans papier, ils ont peur d'être détenus et déportés. Statut précaire veut dire aussi vulnérabilité au travail. Souvent, les personnes à statut précaire ont vraiment besoin de travailler, non seulement parce qu'ils ont de difficultés à accéder à la sécurité de revenus, mais souvent c'est nécessaire pour leur demande d'immigration ou c'est en lien avec leur statut. Alors, c'est difficile pour eux d'insister sur la protection de leur santé et sécurité au travail. Finalement, je vais juste dire que les sans-papiers étaient exclus de la sécurité de revenus, le PCU. Alors, s'ils perdaient leur emploi, souvent, il y avait des enjeux d'évincement de leur logement. Et les services d'accueil et d'orientation étaient réduits durant le COVID. Beaucoup de groupes ont dû fermer ou bien vraiment réduire. Et il y a un autre projet avec la DRSP qui documente beaucoup la diminution des services dans les quartiers immigrants durant cette période. Alors, conclusion, logement, travail et statut précaire ensemble, ça crée en anglais ce qu'on appelle a perfect storm. C'est vraiment comme tous ces facteurs ensemble faisaient une vulnérabilité durant la pandémie vraiment accrue. Déjà, il y a peu de recherches sur les personnes à statut précaire. C'est en partie parce que généralement, les gens ont ce statut précaire pendant une période courte ou temporaire. Et dans les données publiques, souvent, les spécificités de statut ne sont pas notées, c'est soit comme immigrant permanent ou autre. Mais quand même, c'est clair que la pandémie souligne l'importance d'intervenir sur les conditions de logement
de cette population pour aider avec les autres problèmes. Euh, mais l'impact lourd de la pandémie, comme je ne saurais pas